commence. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer pour ce live. Je vais aussi le commencer sur Instagram avec mes deux écrans. À voir si c'est possible de nous rejoindre. Donc, bonjour tout le monde, namasté à tous. Donc là, ici sur Zoom, là, ici sur Instagram, en live. Et donc, pour toutes les personnes qui vont aussi regarder le replay. Donc, je voulais justement faire ce live parce que donc j'organise enfin ce grand projet qui m'est très cher. Ça fait des années que j'y pense, des années que je le prépare dans ma tête, mais que là, enfin, ça prend forme, ce fameux voyage initiatique en Inde, donc que j'organise l'année prochaine, à partir du 9 février, du 9 au 25 février. Donc, alors, je sais il y a plusieurs personnes qui sont intéressées. Ça fait plusieurs mois que j'en avais déjà un petit peu parlé par rapport à mon dernier voyage en Inde. Et beaucoup de gens avaient rempli un formulaire déjà, étaient déjà intéressés. Là, ça fait à peine quelques jours que j'ai lancé l'ouverture des inscriptions. Il y a déjà des inscrits. Donc, je suis vraiment contente de voir que ce projet-là, que vous attendez ce projet-là aussi avec impatience. Donc, pour bien commencer, en fait, parce que je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui ne me connaissent pas et qui souhaiteraient donc faire partie de ce voyage, je vais commencer un petit peu par me présenter. Je ne sais pas si ceux qui sont là présents en live sur Zoom ou sur Instagram, est-ce que vous me connaissez déjà d'avant ou est-ce que vous avez déjà participé à une retraite ou un cours en ligne avec moi? N'hésitez pas à l'écrire dans le chat, comme ça je vois un petit peu vos réponses. Donc moi, c'est Ishvari Mélanie. Comment je pourrais me décrire? En fait, on va dire qu'il y a un petit peu, je vais vous parler principalement de mes deux casquettes assez importantes. C'est celle de la grande voyageuse et celle qui est à la quête d'elle-même et de spiritualité, parce que du coup, enfin, ça va exactement, ça rentre en lien avec la thématique du jour, avec ce voyage initiatique. Euh, alors, moi, je suis originaire de Picardie à la base. Dans ma petite Picardie natale, on va dire qu'il n'y avait pas spécialement grand-chose qui m'intéressait là-bas. Et donc, assez vite, j'ai commencé à voyager. En fait, dès mes 20 ans, j'ai terminé mon BTS. En fait, j'ai commencé à voyager et direct, plutôt dans le genre de pays qui fait pas, enfin, qui est pas forcément le plus facile, on va dire. J'étais même jamais trop sortie de la France avant ça, enfin, à part peut-être les pays limitrophes. Ça comptait pas trop dans ma tête. Et à 20 ans, j'ai décidé d'aller faire mon premier voyage en Afrique, en fait. J'avais des amis qui étaient déjà grands voyageurs, plus âgés que moi, qui m'inspiraient beaucoup avec leur récit de voyage. Donc, je me suis dit, moi aussi, je veux me lancer. Il y avait un continent, une culture qui m'intéressait un petit peu plus, c'était donc la culture africaine à ce moment-là. Et le truc, c'est que je ne parlais pas du tout anglais. Enfin, j'étais super, super nulle en anglais. Donc, forcément, il me fallait un pays où ils parlent français. Donc, je me souviens aller au Vieux Campeur, à lire tous les Lonely Planet qui passaient sur l'Afrique. Et il y en a un qui m'est resté dans les mains. Et je me suis dit, c'est là que je veux aller. C'était au Burkina Faso. Pourquoi? Bonne question. Je me souviens très clairement, c'est parce que j'avais lu dans la descriptif que c'était le pays des hommes intègres. Je me suis dit, ça devrait être bien. C'est pas parce qu'il y avait des choses à visiter spécialement, parce que bon, le Burkina Faso, honnêtement, est-ce que vous êtes déjà allé au Burkina Faso, vous? C'est pas forcément la destination la plus réputée, la plus connue. On se dit, waouh, il y a des super choses à visiter là-bas. C'était plus pour la culture et rencontrer les gens, en fait. Bon, honnêtement, j'avais 20 ans, j'y connaissais rien à la vie, j'y connaissais rien au voyage à ce moment-là. Et je peux vous dire que ça a été super challenging pour moi, ce voyage. Au final, je suis restée un mois et ça m'a appris plein de choses.
Je pense qu'il m'arrivait tellement, tellement de choses par rapport, spécialement au niveau de la maladie. Terminé à l'hôpital, terminé rapatrié aussi. Tout allait bien hein, au final, mais c'est pour dire que c'était un grand voyage initiatique pour moi qui m'a énormément appris ce premier voyage, mes premiers pas en dehors de la France. Mais bon, je pense que j'avais un petit côté à la fois, bon, c'est sûr, aventurière et naïf aussi. Vraiment, j'ai envie de découvrir le monde en fait. Allons vers ce pays, le pays des hommes intègres et allons voir ce qui se passe là-bas. Et donc, après ça, ça c'était mon premier grand voyage, on va dire, toute seule en Afrique. Donc, Burkina Faso et un petit peu du Mali aussi. Et ensuite, après ça, dans mon curriculum de voyage, il y en a eu plusieurs. J'ai voyagé même en vélo avec mon copain de l'époque. On a traversé la Norvège, la Suède en vélo pendant un mois et demi. C'est pareil, c'était toute une aventure, ça aussi. Ben, autre que du coup là, s'il n'y avait pas trop de décalage culturel, on va dire, mais c'est plus aussi un challenge physique, dormir sous la tente tout le temps, enfin être dans des conditions des fois pas forcément euh, très confortables, on va dire. Donc il y a eu ce voyage-là. Ensuite, j'ai fait un autre voyage en vélo, cette fois en tandem avec ce même partenaire. On est parti de Haute-Savoie, parce qu'il était originaire de Haute-Savoie. Et là, on a traversé, on allait vers l'est. On n'avait pas trop enfin, on avait une idée de destination finale en tête. En fait, on n'osait pas le dire parce qu'on se disait, bon, on sait pas trop jusqu'où on va aller. C'est notre première fois en tandem comme ça. Donc, on va le tandem avec la remorque, avec tous les bagages. Donc, on va voir, on y va doucement, sûrement. On va voir jusqu'où on va, en gros. Et là, on a traversé un bout enfin, toute l'Europe. Donc, Suisse, Allemagne, Autriche. Hongrie, Roumanie, Bulgarie et la Turquie. On a fait toute la Turquie jusqu'à la frontière iranienne en fait. On n'a pas eu notre visa pour rentrer en Iran. À ce moment-là, il y a eu un problème politique, donc tous les visas étaient refusés. Mais ouais, ça faisait quand même 3 mois de voyage, 4750 km, je me souviens encore très bien, 4750 km à vélo. L'aller, hein. Le retour, on l'a fait en bus, bateau, transport et tout ça. Mais bon, tout ça pour dire que le côté exploration, et ça, c'était il y a quand même, c'était il y a quand même 20 ans. La Turquie, c'était pas comme ce qui est maintenant. Enfin, hein, j'y suis pas retournée depuis, hein, mais je pense que ça a bien changé. La culture au niveau de la Turquie à l'Est, c'était très. Moi, par exemple, je pouvais pas porter de choses à manches courtes, je ne pouvais pas montrer mes jambes, où il y avait ce genre de restrictions quand même qui étaient présentes là-dedans. Enfin bref, ça, c'était mes petits voyages en vélo. Après ça, j'ai continué avec... En fait, c'était à moitié voyage et à moitié vivre sur place. En fait, j'aimais bien ces choses-là. Donc, j'ai fait des visas à vacances-travail. C'était pour les... Vous connaissez peut-être pour les moins de 30 ou 35 ans, certains pays, en fait, vous proposent un visa, vous pouvez venir travailler. Donc, j'ai fait comme ça la Nouvelle-Zélande, j'ai fait comme ça le Canada. Bref, il y a eu plein, plein, plein de choses. Et un jour, je me suis retrouvée donc à mes 25 ans. Donc en gros, je faisais toujours des boulots saisonniers. C'est ça qui m'aidait du coup à voyager aussi. C'est que l'hiver, je bossais dans les stations de ski en France. Et après ça, je faisais les vendanges aussi à l'automne. Et après ça, du coup, je partais en voyage. J'en profitais un petit peu. Et à un moment, je me suis retrouvée à vouloir refaire un voyage seule. Du coup, c'est vrai que les autres, des fois, j'avais genre un mois ou deux toute seule, mais mon copain me rejoignait après, en fait. Et j'ai voulu aller explorer l'Inde. Pourquoi? En fait, j'avais plein de gens autour de moi qui voyageaient, et c'est vrai que dès qu'ils me parlaient de l'Inde, il y avait quelque chose de très mystérieux, où c'était en gros, ah, si t'es pas allé en Inde, enfin, la sensation que j'avais, en fait, moi, quand je les écoutais, c'est, ah, si t'es pas allé en Inde, tu connais pas le voyage, tu sais pas vraiment ce que c'est. Et ça m'intriguait vraiment, en fait, parce que bah, tous ces personnes-là, pour moi, c'était des exemples, en fait, de choses que, enfin, je vivais aussi, je voyageais déjà énormément à ce moment-là. Euh, mais quand même, ça m'intriguait. Donc j'avais envie d'aller.
jeté un petit coup d'œil à l'Inde à 25 ans. Donc, pour moi, la spiritualité, c'était pas du tout dans ma vie à ce moment-là. C'était la première fois que je repartais vraiment dans un pays pas forcément facile, en fait, et seul. Après, bon, on va dire plus après l'Afrique. J'ai dû zapper des pays, hein. Je ne vais pas tout mentionner, je vais mentionner les choses qui me reviennent là en tête. Euh, et puis, ouais, donc l'Inde, là-bas, j'y suis arrivée, j'y suis passé 2 mois en Inde du Nord. Moi, j'étais pas trop du genre à prévoir mes voyages, à tout calculer. Je savais juste que j'allais arriver à Delhi. J'avais ma première, ah non, non, j'avais même pas ma première nuit de réservée. C'était aussi toute une aventure, les petites erreurs de débutants que l'on fait quand on débarque dans un nouveau pays, spécialement comme l'Inde, où en gros tu te fais avoir, tu te fais avoir. Donc ouais, j'ai eu mes petites expériences avec ça qui m'ont bien fait bien comprendre plusieurs leçons là ici. Et donc 2 mois dans l'Inde du Nord à pas vraiment savoir où est-ce que je voulais aller. Au final, enfin bref, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avoue, pour ce voyage-là au début, en fait. Le fait d'être une femme, de voyager toute seule, je m'entends aussi plein de choses par rapport à ce pays-là, dans ces conditions-là. Et c'est vrai que les 15 premiers jours, pour moi, étaient assez, je dirais, love and hate relationship avec l'Inde. Des fois, j'adore, des fois, je déteste, en fait. Tellement tout est intense, en fait. Ça te prend énormément aussi d'énergie parce que tous tes sens sont surdemandés, en fait. De la vue, vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, que vous avez jamais vues. Que ce soit l'odeur, que ce soit les sons, c'est bruyant. Les odeurs, il peut y avoir des super belles odeurs qui vous envoûtent et d'autres qui vous donnent envie de vomir. Enfin, il y a tout ça qui est mélangé entre la beauté et le chaos, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, c'est assez déstabilisant, en fait. Et si on répond à toutes ces demandes, en fait, toutes ces stimulations qui viennent autour de vous, waouh, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, au fur et à mesure, ça m'a pris 2 semaines pour me sentir bien, me dire, OK, non, là, en fait, j'aime bien. Oui, OK, ça n'a pas été facile tout le temps, mais mais il y a quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là, bah, la spiritualité, c'était pas forcément très présent dans ma vie, en fait. Donc oui, je voyais les gens faire des rituels, faire des offrandes, aller dans les temples. Mais pour moi, même dans ma tête, c'était mais ils sont en train de se faire arnaquer. Ces gens-là, ils ont rien dans leur vie et le peu qu'ils ont, en fait, ils sont en train de le donner à la rivière, au temple ou quelque chose comme ça. Ça faisait vraiment pas de sens pour moi. Donc c'est pour dire, je partais de loin avec mes croyances et avec mes conditionnements, en fait. Bon, bref, voilà. Ça a été mon expérience en Inde pendant 2 mois. Après ça, il y en a eu d'autres en Amérique du Nord, Amérique centrale, jusqu'à temps que je découvre, du coup, justement, la spiritualité, que la spiritualité vienne un petit peu plus dans ma vie. Ça, je l'ai découvert lors d'un voyage au Canada, un visa vacances-travail, où je vivais dans une communauté un petit peu différente, un petit peu hippie, alternative, en fait. Et j'ai commencé vraiment à méditer, à faire du yoga, même si j'avais déjà fait un petit peu ça quand même pendant mon premier voyage en Inde. Et il y avait vraiment quelque chose qui avait changé dans ma présence. En tout cas, les gens de ma famille qui m'ont vu revenir après l'Inde, il y avait vraiment un changement en fait, une sorte d'alignement. Mais pour moi, c'était encore vraiment subtil. J'arrivais pas vraiment à me rendre compte de ce qui se passait en fait. Euh, donc ouais, la spiritualité qui rentre, le tantra aussi, au fur et à mesure. Donc ça a commencé au Canada, ça a continué donc au Mexique. Pendant 6 mois, je suis restée dans une école yogique, tantrique là-bas, que j'ai continué ensuite en Thaïlande. J'ai habité en fait en Thaïlande pendant 6 années. Ça a été ma base pendant 6 ans sur une petite île qui s'appelle Koh Phangan, où justement là-bas, en fait, pourquoi je suis restée là-bas? Parce qu'il y avait une école de tantra là-bas. Donc, je me suis fait former là-bas, j'ai enseigné là-bas le tantra, le yoga, des stages pour femmes.
Et en même temps, je continue à apprendre. C'est le genre d'école où en fait, tu peux passer toute ta vie et t'as toujours différents niveaux en fait, et tu continues constamment à apprendre en fait. Donc c'est pour ça, c'était très très facile en fait pour moi de, ok, bon, je vivais dans une île paradisiaque comme sur les cartes postales, et en même temps, j'apprenais. Pour moi, je découvrais ce monde de la spiritualité qui m'a énormément transportée et apprise et qui continue en fait, même là maintenant, alors que je suis de retour en France, cette passion-là me suit en fait. Euh, et pendant du coup que j'étais en Thaïlande, donc là bien sûr avec l'apprentissage du tantra, du yoga, ben, la culture indienne m'est revenue forcément parce que ça vient de l'Inde. Et je me souviens clairement après j'ai fait donc mon teacher training, ma formation certifiante de tantra. Et en même temps, juste après ça, je sentais qu'il me manquait quand même encore quelque chose. J'adorais les enseignements qu'on me livrait donc en Thaïlande, dans cette école. Mais en même temps, pour moi, il me manquait une touche de pratique féminine spirituelle. Parce que c'est vrai que ce genre de choses, des fois, ce genre de lignée, de pratique peut être assez focus sur le côté un petit peu masculin, en fait. Et donc, je cherchais une pratique féminine spirituelle. Et donc là, je me suis dit, bon, allez, je vais aller en Inde. Et je sais pas pourquoi, la danse m'appelait, en fait. Même si j'avais aucune idée, je me suis dit, la danse classique indienne, je sais même pas pourquoi, parce que j'avais même pas regardé à quoi ça ressemblait la danse classique indienne, mais j'étais appelée à venir découvrir ça. J'ai trouvé une prof, j'ai un peu forcé. Enfin bref, j'étais motivée, donc j'y suis allée alors que j'étais pas forcément prise pour la formation. Je suis allée quand même dans la ville à Pushkar et me montrer, me dire, OK, je suis sur liste d'attente. S'il y a un désistement, je suis là. Et il y avait des désistements, donc je suis rentrée dans la formation comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc là, c'était le deuxième voyage en Inde, du coup, hmm, c'était peut-être il y a à peu près 8 ans, peut-être à peu près, je sais pas, je me souviens pas exactement. Et à partir de ce moment-là, en gros, bah, j'y suis allée tous les ans. L'Inde a fait partie de mon stop un petit peu bah, tous les ans, à part dans la période Covid où je suis pas allée pendant 2 ans. Mais tous les ans pour aller étudier donc la danse classique indienne avec différentes profs. Bien sûr, continuer à découvrir ce magnifique pays, cette culture. Et en même temps, forcément, j'ai rencontré euh, d'autres enseignements, j'ai fait d'autres trainings, des connexions avec différents ashrams aussi, différents enseignements, différentes lignées du tantra et différents enseignements spirituels. Donc en gros, on va dire depuis 8 ans, si on zappe la période de Covid, j'y vais entre 3, 4 mois par an en fait, dans différents endroits de l'Inde en fait. Ça dépend ce que j'ai envie d'étudier, ça dépend de quel prof j'ai envie de recevoir la transmission. Mais l'Inde, c'est un pays énorme et j'ai encore toujours pas tout visité, ça c'est clair. Il y a encore plein d'endroits que je ne connais pas. Mais, euh, mais ça reste pour moi, là maintenant, je dis à chaque fois que c'est ma deuxième maison en fait. Pour moi, c'est le moment où, du coup, l'Inde, j'y suis à chaque fois allée seule. Euh, mais c'est à chaque fois le moment que je prends pour moi, pour me nourrir, moi, me remplir d'inspiration. À chaque fois, je fais une pratique justement féminine et spirituelle et ça me ressource en fait. Ça me remotive pour le reste de l'année. Donc à chaque fois, j'y vais pendant l'hiver, plus ou moins. Et ensuite, je reviens en France. Là maintenant, je suis basée dans le sud de la France. Donc voilà un petit peu pour mon parcours et comment j'en suis arrivée là, du coup, parce que pourquoi je vous propose ce genre de voyage, c'est que justement le tantra, la spiritualité, cette culture indienne, c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression d'avoir été baignée dedans en fait depuis, enfin c'est pas une impression, je baigne dedans depuis des années et pour moi c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément transformée, donc forcément je voulais le partager avec le plus grand nombre possible d'entre vous, en fait, ceux qui me suivent là maintenant, qui ont déjà fait des stages avec moi ou qui me suivent sur les réseaux, vous pouvez peut-être percevoir un petit peu des fois les influences qu'il y a là ici. Donc,
Voilà pourquoi je voulais vous proposer ce genre de voyage-là. C'était un peu dur pour moi de décider de où est-ce que je voulais justement vous amener aussi, parce que l'Inde, c'est tellement, tellement grand. Et peut-être que donc là, le voyage de l'année prochaine, donc c'est dans le sud, l'Inde du Sud, dans l'état du Tamil Nadu. Peut-être qu'un jour, en fait, probablement qu'un jour, bah, j'en proposerai d'autres dans d'autres régions aussi, parce que chaque région a vraiment une particularité bien, bien spécifique, en fait. Donc, euh, donc ouais, toujours plein, plein de choses à découvrir. Ce que je voulais vraiment aussi mentionner par rapport à ça, donc parce qu'il y a, ouais, il y a de plus en plus de gens aussi qui proposent ce genre de voyage initiatique à l'étranger. Euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, tout ce genre de voyage-là, ils peuvent être proposés dans la même région, en fait, mais le voyage va être totalement différent selon la personne qui va vous accompagner. Donc moi, en fait, là, ici, je veux vraiment vous montrer l'Inde à travers mes yeux, à travers ce que j'adore dans ces cultures, en fait. Et, euh, et donc c'est pour ça que bah, il va y avoir beaucoup de visites de temples, beaucoup d'histoires. Je vais vous partager des différents enseignements tout au long des 15 jours 16 jours de voyage. Et, euh, et pour moi, c'est important de vraiment de respecter cette culture aussi. Pour moi, la danse classique indienne, ça a été l'une des pratiques qui m'a fait euh, vraiment réaliser à quel point c'était important d'apprendre, enfin, le fait d'apprendre surtout enfin, ce genre de danse et, euh, et d'être capable de comprendre et d'honorer cette culture qui est là, en fait. Très, très ancienne aussi, et on va pouvoir même si c'est très différent de la France ou des pays européens, euh, il y a plein de choses très inspirantes là-dedans. Donc, je voulais peut-être vous montrer un petit peu. J'imagine que vous avez lu la page de présentation du voyage, mais n'hésitez pas donc aussi à écrire au fur et à mesure si vous avez des questions, à l'écrire dans le chat. On aura un moment où on pourra poser vraiment plus de questions à la fin, vous inquiétez pas. Mais si au cas où il y a des choses qui vous viennent par rapport à ce que je suis en train de partager là, n'hésitez pas à le dire. Donc je vois que c'est bien, il y a quelques personnes qui ont fait en tout cas les cours en ligne. Xavier aussi, tu as fait les stages avec moi. Et il y a d'autres personnes ici sur Instagram aussi. Alors je vais juste donc vous partager, je vais vous montrer à l'écran, euh, donc sur Zoom, sur Insta, vous pouvez aussi pour aller jeter un œil au site. Parce que du coup, je vais vous parler un petit peu de toutes les étapes un petit peu du voyage, pour voir un petit peu comment ça va se passer, que vous ayez une idée un petit peu plus claire de tout ça. Ok, voilà. Alors, je pense que vous le voyez à l'écran. Donc, le voyage, c'est prévu donc du 9 au 25 février 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, le côté culturel et spirituel, c'est vraiment très important. Toutes les photos que vous voyez sur la page, c'est les endroits qu'on va visiter. Des fois, c'est des photos que moi j'ai prises, des fois que c'est des prises, je les ai prises sur Internet, les photos. Mais c'est à chaque fois des endroits que l'on va voir. Il y a un nombre de places limitées pour ça. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'organise ce genre de voyage. Donc, ça va être aussi une expérimentation pour moi. Maintenant, je ne vais plus être toute seule, je vais y aller avec vous. Et en tout cas, je suis super contente de le faire. Mais je vais limiter à 15 places, entre 10 et 15 en fait. Je pense que ça sera le nombre de personnes que j'aimerais avoir en tout cas pour ce genre de voyage. Et comme je vous l'ai dit, il y a déjà quelques personnes inscrites. Donc, ça, il y a possibilité qu'on atteigne les 10 et 15 personnes. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, je vous ai un petit peu décrit l'énergie de l'Inde, en fait, et de ce que j'aimerais vraiment vous montrer à travers ça. Donc là, ici, sur cette photo, c'est un exemple de rituel de yagna, un rituel du feu. Donc, c'est le début, il n'y a pas les flammes encore. Mais par exemple, ce serait le genre de rituel que l'on pourrait faire avec les différents enseignantes qui vont intervenir aussi plus vers la fin du voyage.
Dans l'état du Tamil Nadu, je vous mets les petites photos, ça c'est des amis de la danse. Très souvent, les femmes se baladent avec des fleurs de jasmin dans les cheveux, là. C'est pour moi le petit rituel du matin. Aller acheter mes petites fleurs et les mettre dans mes cheveux. Ça embaume votre journée. Il y a un côté très... dans l'Inde, il y a un côté très esthétique aussi. Enfin bref, je vous mentionne pas tout. Donc là, je vous ai partagé aussi donc les points forts. Pour moi, les points forts de ce voyage, il y a plusieurs petites choses. Donc il y a ce qu'on appelle Girivalam. Girivalam, c'est un pèlerinage de 14 km autour d'une montagne sacrée de Arunachala. Donc ça sera au premier stop, à la première destination, à Tiruvannamalai, où en fait c'est la ville de où l'énergie de Shiva est très présente. L'énergie de Shiva, dans l'état du Tamil Nadu, d'ailleurs, il y a plusieurs villes dédiées à, on va dire, à Shiva parce que les temples principaux sont shivaïstes. Et c'est aussi, ça peut être aussi connecté aux différents éléments. Et on retrouve les 5 éléments dans l'état du Tamil Nadu. Il y en a un dans l'état juste au-dessus. Et là, on va faire plusieurs de ces temples, justement, dédiés à Shiva et aussi dédiés à différents éléments. Là, ici, à Arunachala, c'est la montagne sacrée et Tiruvannamalai, donc il y a un grand temple de Shiva là ici, et c'est l'élément du feu. Et vous allez voir que on va bien sentir l'énergie du feu à Arunachala. En général, c'est bien présent. Mais ce qui se passe, c'est comme tous les lieux, en fait, ce qui me marquait vraiment, en fait, en Inde, déjà, il y a énormément, énormément de monde en Inde. Donc, peu importe où on sera, il y aura du monde. Pas forcément des touristes blancs, mais des pèlerins, des touristes indiens, ils sont partout aussi. Et là, Girivalam, en fait, tous les mois, au moment de la pleine lune, énormément, énormément de pèlerins viennent à Arunachala pour faire ce pèlerinage, pour marcher ces 14 kilomètres autour de la montagne, en fait. Et vraiment, c'est une foule de gens, quoi. Une foule de gens. Pour moi, c'est vraiment, quand je l'ai fait cette année, on peut le faire à d'autres moments. Toute l'année, en fait, il peut y avoir des gens à n'importe quel moment de la journée, des gens qui font Girivalam. Mais le moment de la pleine lune, waouh, c'est autre chose. C'est une expérience, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on commence ce voyage un tout petit peu avant la pleine lune. Comme ça, on arrive pile à temps pour avoir cette expérience de Girivalam. Il y a plein de petits temples autour de cette montagne. Euh, on va avoir dans les points forts les visites de différents ashrams. Par exemple, l'ashram à Tiruvannamalai, toujours de Ramana Maharshi, qui est un grand maître de l'Advaita Vedanta, euh, une lignée spirituelle, et aussi l'ashram de Sri Aurobindo. Donc deux lignées totalement différentes, deux voies spirituelles avec des enseignements totalement différents que l'on va aller explorer. Je vous expliquerai bien sûr au fur et à mesure du voyage, quand on atteindra ces différents lieux, je vous mentionnerai ce qu'il faut savoir par rapport justement à ces différents enseignements en fait. Bien sûr, il va y avoir la découverte de la culture indienne en général. Moi, pour ceux qui ont déjà fait certains cours en ligne, spécialement avec moi, je pense au cours de la danse des déesses tantriques, vous savez que j'aime bien la mythologie et il y a plein d'histoires en fait, d'histoires mythologiques indiennes qui sont là, qui sont très belles et qui sont là aussi pour transmettre des enseignements spirituels. Et donc les temples, on va visiter énormément de temples et toute la culture indienne en fait est basée là-dessus. Et donc vous allez recevoir plein d'histoires qui vont vous faire rêver, qui vont vous transporter, vous faire voyager aussi. Euh, En plus, la découverte de marchés et tout ça. Donc, différents temples. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents temples de Shiva que l'on va aller explorer. Il va y en avoir des plus ou moins grands. Il y en aura des très très grands, des lieux de pèlerinage massifs. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même être à l'aise avec la foule quand même. Et on va aller visiter d'autres, beaucoup plus petits temples en fait, mais que j'ai sélectionnés, qui sont aussi vraiment vraiment magnifiques et vraiment puissants. Donc, des fois à Shiva, des fois vers Shakti. Shakti sous différentes formes aussi. Vous allez voir que le Tamil Nadu, en fait,
L'énergie de Shakti est très très présente en fait aussi. Et il y a plein de petits joyaux là-dedans à aller découvrir. Alors bien sûr, l'Inde aussi, c'est le pays de l'Ayurveda. Donc là, ce sera un petit moment un moment pendant le voyage où vous aurez l'opportunité d'essayer un petit massage, un traitement ayurvédique pour la détente. Et aussi une autre partie très importante du voyage pour moi. Donc ça arrive plus vers la fin où j'invite plusieurs de mes enseignantes avec lesquelles j'étudie en général à venir vous donner quelques classes, en fait, quelques cours. Donc ça sera vers Pondichéry et Auroville, où j'ai plusieurs enseignantes là-bas. Donc j'ai ma prof de chant hindoustani, qui va vous donner des cours de chant. Et donc, c'est pas juste, enfin, l'art en Inde, en fait, ça prend énormément, énormément de place. Et l'art, c'est vu comme une pratique spirituelle aussi. C'est ça que j'aime bien, particulièrement avec cette culture. Et juste de prendre un cours de chant, pour moi, c'est une initiation spirituelle aussi, spécialement avec Lakshmi. Donc, il y a vraiment tout ça qui rentre en jeu aussi. C'est pas juste on va apprendre à chanter, mais il y a beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Donc, les cours de chant avec Lakshmi, il va y avoir des cours de danse, danse et spiritualité avec une autre de mes profs, Reka Tandon aussi, donc qui est aussi indienne, qui vit à Auroville et donc qui mixe l'Odyssée et le Tantra justement ensemble. Odyssée, Tantra et Yoga. C'est comme ça que j'ai découvert. Je me suis dit, mais celle-ci, elle combine tout ce que j'adore. Il faut forcément que j'aille apprendre avec elle, en gros. Et donc là, vous aurez l'opportunité de la rencontrer, de pratiquer avec elle aussi. Et je fais venir aussi une enseignante de l'ashram tantrique que je suis depuis un an ou deux en Inde, qui, elle, vient d'un autre ashram plus au nord de la Thaïlande. C'est un petit peu plus éloigné, donc je la fais venir à Auroville. Et là, c'est la lignée Sri Vidya. C'est vrai que dans le tantra de nos jours, si vous pratiquez un petit peu le tantra, c'est très souvent, bon, inspiration néo-tantrique full on, ça c'est sûr. Euh, et très souvent, c'est inspiré du tantra traditionnel, plus, on va dire, du shivaïsme du Cachemire. Là, Sri Vidya, c'est une autre tradition. Dans le fond, c'est la même chose au niveau de la non-dualité et tout ça, mais on va dire que la divinité principale est différente. Là, la divinité principale, c'est Shakti, c'est le féminin. Euh, Bon, bref, vous en saurez plus justement parce qu'elle va venir, elle va vous transmettre certaines choses par rapport à tout ça. Ça va dépendre un petit peu de l'énergie du groupe, de, de, de ce que votre expérience dans le tantra aussi. Et il y a différents rituels, pratiques, ce genre de choses-là en fait que l'on peut partager. J'ai parlé un petit peu avec elle et il y a plusieurs options possibles. Donc, on va avoir plusieurs types d'initiation et d'exercices avec cette personne-là. Voilà pour les points forts. Et donc, un petit peu donc toutes les différentes étapes. On va arriver à Chennai. Chennai, c'est donc dans l'état du Tamil Nadu. Donc, c'est vraiment tout au sud de l'Inde. Donc, en gros, pour ce voyage-là, vous avez en charge pour vous votre billet d'avion. Vous arrivez jusqu'à Chennai et une fois que vous arrivez à l'aéroport, à partir de là, tout est organisé. Je vais avoir un taxi qui va venir vous récupérer à l'aéroport. On passe une nuit à Chennai pour le temps que tout le monde arrive. En fait, le 9 février, c'est la journée où tout le monde va arriver. Et ensuite, comme ça, le 10 février, on va pouvoir commencer à partir tous ensemble. Donc là, pendant ce voyage-là, on va avoir notre petit van rien qu'à nous, notre chauffeur privé qui va nous transporter tout au long de ce voyage. Donc, première étape, Tiruvannamalai, comme je vous l'ai dit, cette montagne sacrée dédiée à Shiva. On va passer 3 nuits là-bas. Donc au pied de la montagne de Shiva. Tiruvannamalai, c'est le nom de la ville. Arunachala, c'est le nom de la montagne. Pour ceux qui chantent des bhajans aussi, des fois, on entend, bon, très souvent Shiva, ça c'est sûr. Et des fois, on retrouve des chants sur Arunachala. Arunachala, c'est cette montagne en fait. Donc là, ici,
à chaque fois, il y a le petit descriptif ici, il y a quelques images. Donc, bien sûr, on va aller explorer donc l'ashram de Ramana Maharshi. Donc, Tiruvannamalai est devenu connu donc par rapport à Arunachala, cette montagne de Shiva, dédiée à Shiva, mais aussi parce qu'il y a eu ce grand maître indien mystique qui est justement venu faire pénance, on va dire, sur cette montagne, qui a médité pendant des années et des années sur Arunachala et qui a atteint des états d'éveil, qui a construit un ashram. Et là, du coup, ici, aussi énormément de pèlerins, aussi beaucoup de touristes, enfin de touristes, beaucoup de blancs, en fait, viennent à Tiruvannamalai, ceux à la recherche de spiritualité. Il y a énormément de satsangs, d'enseignements spirituels qui sont donnés avec différents enseignants d'Advaita Vedanta. C'est pareil, c'est une lignée, on en parlera un peu plus pendant le voyage, mais mais voilà, donc visite de Arunachala et de ses grottes, là où justement Ramana a médité pendant des années. Visite de l'ashram, il y a différents rituels, il y a plein de choses qui se passent aussi tout au long de la journée dans cet ashram. C'est très beau à y passer du temps. Donc ce fameux Girivalam aussi, Pradakshina, on va faire ce pèlerinage de 14 kilomètres autour de la montagne en période de pleine lune dans une foule. Enfin bref, une expérience à pas rater. Il y a le grand temple principal en fait dédié à Shiva sous l'énergie du feu avec un énorme Shivalingam aussi, le temple d'Aruna à Chaleshvara. Et donc aussi dans tout ça, comme vous allez voir, il va y avoir énormément de visites de temples. Moi ici, c'est que vous arriviez à comprendre ce qui est cette culture indienne et ce qui est OK ou pas de faire, pourquoi est-ce qu'ils font ça. Il y a plein de petits codes ou ce genre de choses-là. Donc vraiment, vous allez ressortir de là avec une nouvelle compréhension. Enfin, c'est pas le genre de choses que vous allez retrouver si vous y allez tout seul, en fait. Moi, ça fait des années que j'y vais, des années que je collecte et que j'essaye de comprendre des choses. Il y a toujours des choses que je comprends pas et je sais pas pourquoi des choses qui me surprennent tout le temps. Mais quand même, je pense que j'ai accumulé certains bagages avec tout ça. Et donc, j'ai vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine et j'ai hâte de partager ça avec vous. Et bien sûr, il y aura aussi des pratiques de yoga et de méditation. Donc, ce ne sera pas forcément tous les jours parce qu'il y a certains hôtels, certains endroits dans lesquels on va aller où ben, il n'y aura pas forcément d'espace pour ça. Mais quand ce sera possible, des fois une petite pratique de yoga le matin, des méditations, ben, bien sûr, dans les temples, on pourra toujours méditer dans les grottes, Arunachala par exemple, ce genre de choses-là. Ça, il y aura de l'espace pour ça. Donc, ce sera le genre de pratiques aussi qui seront quotidiennes aussi. Donc, voilà, quelques photos pour Tiruvannamalai. Ensuite, on va reprendre le bus. On va aller à notre deuxième destination, Kumbakonam. On va juste rester une nuit ici. C'est la ville aux 1000 temples, en fait. Et là, donc il y a plusieurs petites choses, dont plusieurs temples qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont magnifiques, très bien préservés en fait. Euh, Pas forcément, des fois, ce genre de temples-là ne sont pas aussi chargés que d'autres, genre le temple de Shiva à Tiruvannamalai, où c'est un temple actif, en fait, où il y a vraiment des pèlerins, il y a des pujas tous les jours, constamment, en fait. Donc là, on va dire le côté sacré est très chargé. Des fois, les temples classés à l'UNESCO, ils ne sont pas chargés parce qu'il n'y a plus de rituels qui se passent sur place. Mais enfin, les sculptures que l'on peut observer, enfin, c'est magnifique. Donc forcément, faut aller en voir aussi. Donc visite de différents temples là ici euh, dans cette ville et aussi un petit temple très petit perdu dans les champs de riz qui pour moi est magnifique. Le temple de Lalitha Ambike, donc là qui est dédié à Shakti, qui est un... Bref, il y a toute une tradition, un grand texte tantrique, Lalita Sahasranam, qui a été écrit là-bas. Donc on va pouvoir se fondre et ressentir l'énergie de Shakti à travers l'énergie de ce temple aussi. Donc un petit partage, donc, comme je disais, sur la voie du Shaktisme.
Madurai. Ensuite, on reprend le bus prochaine destination. Madurai, donc là, c'est un petit peu plus au sud. Ce sera le point le plus au sud du Tamil Nadu que l'on va explorer. Et donc là, c'est l'une des cités les plus anciennes du Tamil Nadu. Et c'est vrai que dans la région du Tamil Nadu, l'une des caractéristiques pour moi, c'est justement, si vous voyez l'écran, c'est ces temples avec plein de couleurs. Énormément, énormément de couleurs. C'est d'énormes temples. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette ville cette année, vraiment. Et quand je suis allée en février, mars, je sais pas, il y a tout ce temple, le temple principal au centre de Meenakshi, dédié aussi à Shakti. Enfin, souvent, il n'y a pas que Shakti. Il y a souvent, il y a plein de petits sanctuaires à l'intérieur avec différentes divinités. Mais l'énergie féminine est l'énergie principale là, ici. Il y a des rituels à foison aussi qui se passent là-bas tout le temps. Quand on sera à Madurai, là, il y aura, je fais appel à un guide indien francophone. Donc, il va pouvoir nous guider pendant 2 jours. Il va être avec nous, il va nous montrer donc ce temple, les villes autour, le marché aux bananes, le marché aux fleurs, d'autres temples à l'extérieur, une école védique. Il y a le musée de Gandhi aussi qui est présent. Donc, on sera je voulais au moins avoir pendant l'une des destinations un guide indien en fait pour que de toute façon vous allez rencontrer plein de personnes hein. Et très souvent vous allez voir que en fait euh, souvent on se dit bon on est les touristes on va être là on va faire des photos de tout ça. En fait vous allez aussi probablement très souvent vous être pris en photo parce que les Indiens dès qu'ils voient des des touristes européens ou autres, eh ben, ils ont juste envie de se faire prendre en photo avec vous, en fait. Donc vous allez être très sollicités, préparez-vous à ça, pour être vous les personnes sur les photos. Euh, donc ouais, voilà, pour Madurai, l'exploration de différentes choses. Bien sûr, il y aura toujours des fois des petits moments de temps libre où vous allez pouvoir vous explorer la ville, retourner au temple si vous le souhaitez. À votre guise, donc faire votre shopping ou ce genre de choses-là. Il y aura toujours des petits moments ici et là pour ça. Ensuite, on va reprendre le bus et là, c'est vrai que ça sera une grande journée de trajet de Madura jusqu'à Chidambaram. Ça sera la plus longue journée de bus. En fait, on va passer quasiment toute la majorité de la journée dans le bus. Mais sur la route, on va quand même s'arrêter à Tiruchirapalli. Et là, il y a 2 temples. Donc, on va voir si on arrive à faire les deux ou pas, ou si on n'en fait qu'un des deux. C'est le temple dédié à Brahma. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temples dédiés à Brahma. Donc, Brahma, il fait partie de la trilogie. C'est pareil, vous en saurez plus, vous saurez tout sur la, la trinité à l'indienne, Brahma, Vishnu et Shiva. Brahma, le créateur. Shiva est vraiment, il y a énormément de temples partout. Vishnu, il y en a aussi, mais c'est vrai il y a certaines régions où il est un peu plus présent. Et Brahma, ben, il a un ou deux temples ici et là, mais voilà. Et il y en a un sur la route, donc peut-être on ira voir celui-ci, ou sinon on ira voir l'autre temple de Shiva. Cette fois, comme je vous l'ai dit, celui-ci sera connecté à l'élément de l'eau. Et c'est vraiment dans une sorte de petit... le sanctuaire est vraiment dans un petit truc en bas. Enfin, on ne peut pas rentrer. Je pense pas qu'on en arrivera à rentrer à 15 personnes dedans. Mais c'est assez spécial comme espace. Et donc ensuite, on arrivera à Chidambaram. Chidambaram, pour moi aussi, j'adore cette ville. Enfin, en fait, c'est connu principalement pour son temple principal, le sanctuaire de Nataraja. Chidambaram, donc le temple de Chidambaram, c'est dédié au Shiva sous la forme du danseur, le danseur cosmique. Très souvent, vous voyez Shiva, bon, bref, là, je ne peux pas trop vous le faire sous cette forme-là avec la jambe levée. C'est Shiva Nataraj, le danseur cosmique qui détruit, qui fait sa danse de la destruction. euh, à- donc, en dansant, il détruit le monde, en fait. Il arrive à faire son travail comme ça. Et donc là, très souvent, en fait, dans les temples de Shiva, c'est représenté sous la forme du Shiva Lingam. Et là,
C'est assez rare où c'est représenté sous la forme de Nataraj. Donc c'est un grand temple très réputé, donc on va aller voir ce temple, ce temple-là. Il y a différentes cérémonies que l'on va pouvoir observer. Il y a un petit temple de Kali que je trouve aussi super beau, pas très loin, donc on ira aussi le visiter. Et un petit coin de nature quand même, euh, où on va aller visiter les mangroves, parce que bon, l'Inde, c'est très intense. Là, c'est vrai qu'on va visiter quand même beaucoup de villes. Et, euh, et du coup, les endroits de nature, bon, à part Arunachala, la montagne, on verra en fait le temps qu'on aura, si on peut aller se balader un petit peu autour. Mais un moment de calme, sans avoir le bruit des klaxons, toutes ces choses autour, ça va être un moment relaxant du voyage, on va dire, les petits moments de forêt, de rivière, d'étang. Et ensuite, on va aller à Pondichéry et Auroville. Donc ça va être les deux dernières destinations. Pondichéry et Auroville, c'est juste à côté, c'est juste à quelques kilomètres. Pondichéry, c'est l'ancienne colonie française, donc c'est un petit peu, on remet les pieds à moitié en France, parce que bon, il y a un quartier un petit peu plus français, avec des noms de rues français, super propres, comparé à l'Inde en général, hein. Bon, et juste après, juste à côté, on a le quartier indien. Et Auroville, donc, c'est réputé justement pour cette cité avec le Matrimandir. Et donc là, on va retrouver, donc, à Pondichéry, il y a l'ashram de Sri Aurobindo, justement, cet autre grand mystique indien. Sri Aurobindo est la mère. La mère, ça a été l'une des femmes qui l'a accompagnée, et c'est la mère en français. Elle était française, cette femme-là. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ses enseignements. Et c'est aussi probablement pour ça que, enfin, c'est une ancienne colonie française. Elle s'est retrouvée là-bas, suivie des enseignements. Donc il y a beaucoup de Français aussi qui viennent, ou beaucoup d'Indiens francophones aussi qui reviennent à Pondichéry et Auroville. Donc on aura un petit bout de chez nous là-bas. Et donc, Auroville, c'est la cité un petit peu utopique que la mère, du coup, voulait créer, qui n'a pas été terminée, et qui est aussi en très grand changement de nos jours, là, maintenant, depuis allez, peut-être 2 ans. Il y a énormément de choses qui changent autour d'Auroville. Le gouvernement indien a repris un petit peu le projet, en quelque sorte, et en fait, trouve l'excuse qu'on veut essayer de suivre le projet de la mère, justement ce qu'elle avait en tête quand elle voulait créer cette communauté alternative, autonome, spirituelle là-bas. Bon, et j'avoue qu'ils font un peu tout et n'importe quoi en ce moment à Auroville. Donc c'est vrai que d'une année à l'autre, Auroville va totalement changer en fait. Donc je sais pas trop à quoi Auroville va ressembler. Bon, c'est sûr, il y aura le matrimondial, ça, ils vont pas l'enlever. Mais ils sont en train de construire des énormes routes qui traversent tout Auroville. Enfin, bref, on verra à quoi ça ressemble. Donc, on va passer quasiment une semaine là-bas. Et on va rester à un hôtel connecté à l'ashram d'Auroville. Et c'est vrai que du coup, ça nous donnera l'opportunité d'avoir des passes, on va dire, spéciaux pour justement aller à l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry. Et, euh, et c'est à partir de là aussi que l'on va avoir tous ces différents enseignements, le chant, la danse, le tantra en fait, qui vont être transmis là ici. Il y a d'autres choses en fait que j'ai en tête, d'autres petits projets, d'autres peut-être intervenants courts que j'aimerais aussi vous partager. Mais c'est le genre de choses que faut voir sur place, en fait, à ce moment-là. Et c'est pas possible de prévoir à l'avance ou quoi que ce soit. Donc, je préfère pas vous les mentionner parce que si au cas où il y a un truc et que ça peut pas se passer, bon, ben, vous allez être déçus. Donc là, je préfère ne rien mentionner de plus. Mais sachez qu'il y a des surprises en plus qui vous attendent si ça vous intéresse aussi. Par exemple, le Kolam, je pense que j'ai peut-être mis une photo de Kolam. Ce genre de choses là ici pour ceux qui voient l'écran sur Zoom. Euh,
ces poudres en fait qui sont utilisées, qui font des designs sur le sol, des dessins sur le sol, ça, on va voir ça partout dans le Tamil Nadu. Toutes les femmes font ça tous les matins devant leur porte. Et il y a peut-être quelque chose que l'on peut faire avec ça, un petit atelier par rapport à ça, des choses par rapport au Kalaripayattu, qui est l'art martial indien, l'art martial le plus ancien au monde, apparemment. Et il y a un ashram là-bas, tenu aussi par un maître tantrique. Donc bref, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent se rajouter, mais ça sera juste la surprise. Et donc à la fin, le 25 février, ça sera la journée où justement de Pondichéry, enfin de Auroville, on va rester quelques nuits normalement à Pondichéry et quelques nuits à Auroville. Vous allez avoir un taxi qui va vous ramener à Chennai directement à l'aéroport. C'est à 3-4 heures en fait de l'aéroport. Donc là, ici, donc, je vais vous accompagner pendant tout le voyage. Vous allez recevoir plein de choses de ma part. Et ensuite, donc là, vous voyez tous les autres intervenants qui vont être là. Donc Luc, le guide de Madurai, francophone. Rama, qui est l'enseignante de la lignée tantrique de Srividya, qui va nous rejoindre. Et peut-être qu'elle va venir aussi accompagner d'autres personnes, probablement. Lakshmi, la prof de chant hindustani, et Rekha Tandon, prof de danse classique indienne, qui rallie le yoga et le tantra aussi dans ses enseignements. Donc voilà un petit peu pour tout le voyage. Je vous montre, je vous fais tout défiler la page comme ça, on a tout vu. Donc, le voyage dure 16 jours. C'est vrai que le jour où on arrive à Chennai, pour moi, c'est le jour zéro, où je commence à compter à partir du jour 1. Donc, c'est vrai qu'au final, ça fait plus que 16 jours. Surtout si vous comptez aussi votre trajet d'avion aller-retour, et ben, ça va peut-être vous prendre un bon 18 jours, quoi. Donc, le tarif en ce moment de ce voyage, il est à 2 400 € jusqu'au 20 juillet. À partir du 20 juillet, il passe à 2 600 €. Et dans ce voyage, il y a presque tout qui est compris en fait. Donc à partir du moment, comme je vous l'ai dit, que vous arrivez à l'aéroport, vous allez avoir le transfert, le taxi qui va vous amener jusqu'à l'hôtel. Donc au départ et à l'arrivée, vous allez être amené ou partir de l'aéroport en taxi. Tout ça, c'est inclus dedans. Moi, je m'occupe du circuit, du minivan qui va nous accompagner, qui va nous montrer tout ce chemin-là avec lequel on va passer tout notre temps. Toutes les nuitées, bien sûr, sont comprises. Donc, des fois, ce sera dans des hôtels et des fois, ce sera dans des ashrams. Alors, en Inde, c'est vrai que les qualités des hôtels, de la propreté, tout ça, ça peut être beaucoup, beaucoup varié. Alors, j'essaie de sélectionner des choses qui sont pour moi un minimum, un minimum propre. C'est vrai qu'en général, mes premiers voyages en Inde, j'allais vraiment, vraiment à l'arrache et j'étais vraiment le budget le plus bas possible. Là, j'ai aussi monté un petit peu en standing, j'avoue. Mais bon, pas les trucs les plus chers non plus. Mais pour moi, ça reste quelque chose de correct, là où je vous amène. Des fois, ça reste simple. En général, donc, en général, il y aura par exemple Internet s'il y a des gens qui veulent aussi être en contact avec le monde extérieur. En général, il y aura Internet, mais par exemple, l'ashram où on restera à Pondichéry, il n'y a pas de Wi-Fi sur place. Des fois, le Wi-Fi, c'est dans la partie principale, mais pas dans les chambres. Mais il y a moyen de trouver Internet ici et là pendant le voyage, ça, il n'y aura pas de problème. Mais bon, dans ce prix-là, des 2400, c'est une chambre partagée, une chambre double, là, ici, dans ces cas-là. Si vous voulez une chambre seule, il faudra rajouter 400 € au prix. Tous les repas sont compris, à part, il y aura 4 ou 5 repas où ce sera pendant les temps libres, en fait. Ce sera le moment pour vous d'explorer la ville et de faire vos propres découvertes, vos propres rencontres, et du coup, aller explorer. Si bien sûr, il y a de l'anxiété ou du stress à cette idée-là. Moi, de toute façon, je vous donne des recommandations. Vous faites ce que vous voulez, vous y allez ou pas, mais je vous indiquerai potentiellement des endroits bien où aller, en fait.
et probablement on sera déjà allé aussi quelque part. Vous pourrez recommencer la même expérience si au cas où si ça vous a bien plu. Euh, alors, aussi à propos des repas, bon, c'est l'Inde. C'est vrai que l'Inde du Nord et l'Inde du Sud, les spécialités sont différentes. Euh, et, et ça reste quand même épicé, hein. On va pas se cacher ça. Mais c'est bien préparer notre petit estomac avec des probiotiques avant le voyage et pendant le voyage aussi. De toute façon, si vous souhaitez venir, vous vous engagez à venir, vous payez les dards, il n'y a pas de problème. On aura d'autres lives comme ça où je vous indiquerai tous les petits détails, toutes les choses à savoir pour bien que le voyage se passe du mieux possible, en fait. Ce genre de petites choses comme ça. Donc ouais, c'est assez épicé, végétarien, très facile à trouver, du coup, là même des fois principalement végétarien. Il y a quand même beaucoup de produits laitiers quand même. Donc c'est ovo-lacto-végétarien, surtout en Inde. Donc s'il y a des restrictions alimentaires, donc on en parlera aussi en privé dans ces cas-là. Donc toutes les activités sont incluses, les visites de temples, les excursions, tout ce qui est mentionné en fait dessus, c'est inclus. Si des fois après il y a autre chose qui s'ajoute ou quoi que ce soit, enfin les choses que moi j'ai en tête déjà, ça sera compris dedans. Mais si vous voulez faire d'autres visites ou ce genre de choses-là, ce sera pour vous pendant votre temps libre. Taxes et péages, tout ça, c'est quand on voyage en bus et tout ça, il peut y avoir ce genre de choses-là. Donc, tout ça, c'est pris en compte aussi dans le tarif. Le guide d'Ahmad Vraï, tous ces différents cours de chant, de danse, initiation, Shrividya, c'est compris. Et donc, mon accompagnement aussi. Ce qui n'est pas compris dans le prix. Donc, ce que vous allez avoir à rajouter, c'est vrai que j'ai eu quelques questions aussi par rapport à ça. Donc, c'est votre billet d'avion. Billet d'avion aller-retour, ou je sais pas, Paris-Chennai. Probablement, vous n'allez pas en trouver un direct. Probablement, vous allez peut-être passer par Delhi et à Delhi changer, prendre un vol interne pour Chennai. Ou si ça passe par un autre pays après, voilà. Ensuite, le visa indien. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de choses qu'on peut faire genre un mois à l'avance. Je vous indiquerai comment faire. Ça coûte, si vous prenez un visa d'un mois, ça coûte 25 euros à peu près, 25 dollars en fait. Il faudra aussi une assurance annulation rapatriement. Ça, c'est vraiment obligatoire. Je vous demanderai toutes les infos par rapport à ça. S'il y a des taxes à l'aéroport à rajouter, en général, il n'y en a pas, mais au cas où, il y aurait ça. Donc, les 4 repas qui ne seront pas inclus. Tous les déplacements, toutes les choses que l'on va visiter. Donc, des fois, on ira avec notre grand bus, mais des fois, il y aura aussi le rickshaw, d'autres modes de transport. Donc, ça, si c'est inclus dans les visites, voilà. Mais pendant votre temps libre, si vous voulez prendre un rickshaw pour aller visiter, pour aller vous balader en ville, ça sera à vos frais. Il y a souvent aussi dans les temples, il y a des frais pour les appareils photo, les vidéos, ce genre de choses-là. Alors, si vous venez avec votre caméra, votre téléphone, en général, ça passe, il n'y a pas de frais. Mais si vous venez avec un appareil, comme Xavier, un petit peu plus professionnel, là, en général, ils demandent des choses. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis pas retournée en Inde avec un gros appareil, mais genre, des fois, ça peut être 500 roupies ou quelque chose comme ça, quoi. Euh, Ensuite, ben, il y a des pourboires occasionnels. Si vous voulez en donner, c'est bien de temps en temps de donner des pourboires. Les offrandes, parce que dans les temples, bien sûr, vous allez voir, vous allez prendre l'énergie du temple. Souvent, les gens viennent avec des offrandes, de fleurs, de bougies, ce genre de choses-là, des petites choses qu'on achète dans la rue juste devant le temple, en fait. Donc ça, ce sera pour vous et vos achats personnels. Donc, vous voyez à quel point vous voulez faire du shopping ou pas. Moi, je vous préviens, à chaque fois que je vais en Inde, j'envoie au moins 20 kilos à la maison par la poste parce que je ramène plein de choses avec moi. Donc, vous voyez pour vous. Venez avec une valise pas trop remplie et repartez avec une valise pleine si vous voulez. Mais voilà, vous risquez d'acheter plein de choses. Voilà, donc pour les petites conditions en plus, donc
comme je vous l'ai dit, le prix de 2400 ou 2006, c'est pour une chambre double. Si vous souhaitez une chambre seule, il faut rajouter 400 € à ça. Et il y a différentes choses. À partir du moment où vous souhaitez vous joindre à nous, vous pouvez remplir donc le formulaire. Il y a plein de questions que je vous pose. Parce que pour moi, c'est important de choisir les bonnes personnes, qu'il y ait une bonne synergie, une bonne énergie dans le groupe, une bonne cohésion en fait dans le groupe. Et de choisir ce genre de personnes qui, je sens, comprennent ce que vraiment j'aimerais partager en fait et qui formeraient un groupe homogène en fait. Donc, une fois que vous avez rempli ce formulaire, vraiment répondez aux questions de manière la plus authentique possible, en fait. Et on aura un petit appel téléphonique, même pour les gens que je connais. En fait, c'est vrai qu'idéalement, je mets en priorité les gens qui ont déjà fait des stages ou des cours en ligne avec nous. Parce que je les connais, on s'est déjà vu. Et si ce n'est pas le cas, envoyez-le quand même. On a de toute façon un entretien téléphonique. Et à partir de là, bon, ben, on voit si c'est OK ou pas. Si c'est OK, il y a un premier versement à faire d'art de 700 €. Donc là, admettons, si vous inscrivez en juillet, ça sera en juillet. Ça, ce n'est pas remboursé. S'il y a une annulation ou quoi que ce soit, c'est pas remboursé, hein. Et ensuite, plus tard en octobre, il y aura un deuxième versement d'art. Et ensuite, un troisième pour compléter, donc vous paierez le voyage en entier. Ça, ce sera à faire en espèces. En Inde, il y a énormément de choses que je vais devoir payer en cash pour le groupe. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir de l'espèce aussi. Donc, ça sera sur place ou si on se croise avant en France ou ailleurs, vous pourrez me le donner directement. Mais voilà. Je pense que bah, du coup, c'est à peu près tout. Donc, ouais, c'est ouvert à tous, hein. C'est pas juste pour les femmes. J'ai déjà quelques hommes d'inscrits aussi. Et puis, si au cas où par rapport au règlement, donc c'est vrai que j'ai proposé par exemple pour les paiements là en juillet, après en octobre et après en espèces. Si vous préférez un étalement des paiements un petit peu tous les mois, il y a aussi moyen que je prenne ça en compte et qu'on s'arrange là-dessus. Voilà, voilà. Donc, vous savez à peu près tout sur le voyage. Euh, J'aimerais savoir si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Comment ça... Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que ça vous donne envie de venir? N'hésitez pas pour ceux qui sont sur Zoom à activer votre micro si vous le souhaitez et à prendre directement la parole ou sinon vous pouvez écrire dans le chat aussi, hein. En attendant, oui, Sandy, tu veux, Oui, bonjour tout le monde. bonjour. Donc, bah, moi, j'ai fait la formation avec toi pour les danses, si tu te rappelles. Parce que Oui, c'est vrai que tu dois avoir pas mal de gens pour tes stages. Donc, avec moi, j'ai aussi Hervé. Parce que c'est vrai ouais. qu'il a reçu ton mail, mais comme on est en couple, du coup, c'est pareil. Je voulais savoir pour les chambres, comme elles sont doubles, nous, c'est vrai qu'on est en couple. Oui, Donc, voilà, ça veut dire qu'on sera que tous les 2 ou du coup il y aura. oui, oui, oui. Dans D'accord, ces cas-là, en fait, vous allez être maximum 2 par chambre. Ça, c'est d'accord. maximum. Alors, des fois, en fait, si vous êtes un couple, eh ben, il y aura un lit double. Alors, je pourrais m'arranger pour avoir un lit double. Si vous connaissez pas, il y aura 2 lits simples, par exemple. C'est vrai Ah, que dans les stages de tantra, on est habitué dans les hébergements à avoir des lits simples qui mettent côte à côte, donc on s'adapte. oui, 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 voilà. Après, dans l'ashram, non, même dans l'ashram, des fois, ça peut être un peu plus compliqué, mais je pense qu'ils ont des propositions. Si je me souviens bien, ils ont aussi des propositions de lit double. Donc, ça devrait aller pour ça. Il y a pas de problème, ouais, dans ces cas-là. Mm, mm. D'accord. Ensuite, hop, hop, donc l'échange, vaut mieux les faire là-bas, qui m'a dit. Parce qu'en fait, Hervé, il est habitué à voyager. Ouais. Par rapport Alors, à pour moi, comme tu disais, échanger les euros en roupies, c'est ça? bah, il me conseille en dollars même.
Alors, pour ça, ça c'est clair. Si ça vous intéresse, tout ça, enfin, si vous venez, bien sûr, on en parlera un petit peu plus. Moi, ce que je fais en général quand je viens, c'est que, bon, bien sûr, prévoyez votre carte bleue. C'est vrai que Visa, ça passe bien en général partout. Des Mastercard, ça fait plusieurs années que j'ai plus de Mastercard, mais c'est vrai que des fois, elles passent pas. Mais honnêtement, enfin, je pense que là, quand j'ai regardé un petit peu, quand j'ai fait mes recherches, apparemment, ça passe partout dans le Tamil Nadu aussi. Et pour moi, je vous recommande d'avoir du cash, en fait, de l'espèce sur place. Même si vous êtes direct à l'aéroport, vous allez avoir, quand vous sortez, des bureaux de change, même dans l'enceinte de l'aéroport, en fait. Donc, vous n'avez même pas à sortir, vous pouvez juste arriver, soit arriver avec vos euros ou vos dollars et les changer, ou soit les prendre au ATM, à la machine, retirer de l'argent. Pensez, si vous retirez, enfin, ayez quand même votre carte, même si vous prenez du cash, mais avoir plus que pas assez, mais débloquez votre carte, parce que quand on fait les voyages à l'étranger, très souvent les cartes sont bloquées et il faut demander l'autorisation à la banque auparavant. À savoir que c'est à l'étranger, donc si vous avez, moi maintenant j'ai l'option voyageur international, je sais plus, donc il y a moins de charges sur à chaque fois que je retire de l'argent à une machine, par exemple. Mais moi, j'arrive très souvent aussi avec de l'espèce sur place. Et c'est vrai que c'est mieux là. Et en fait, ça dépend pas à chaque fois, en fait. Si vous avez des gros billets, alors euros, ils prennent partout, hein. C'est vrai qu'à un moment, je venais avec des dollars parce que bah, j'avais des dollars parce que j'allais aussi aux US. Mais les euros, ils vont les prendre de partout. Ou pas forcément avoir du dollar. Et ce qui sera le plus intéressant pour le taux de change, c'est si vous avez des gros billets. Genre 50, 100 euros en général, il peut y avoir des taux de change un petit peu plus, un peu mieux plutôt que des billets de 20 ou de 10 euros en fait. Ah, Des fois, ils s'en foutent. Des fois, ça ne changera rien du tout. Mais il y a quand même pas mal d'endroits où ils te donnent un meilleur taux de change avec des gros billets en fait. d'accord. Euh, ouais, voilà. Ensuite, Et moi. bah oui, hein, la seule fois que j'ai pris l'avion, j'ai privilégié un voyage court, c'était la Corse. Donc là, c'est pour moi l'Inde, c'est plus loin. Euh, ah oui, comment ça se passe pour l'avion du coup? Est-ce qu'on est, certes, on va se débrouiller nous-mêmes pour acheter, mais est-ce qu'on se retrouve, bah, je sais pas, c'est Charles de Gaulle pour en France? Est-ce qu'on se retrouve tous en groupe, même si chacun a pris son billet? Comment ça s'organise en fait? Alors Ou- là, mon idée, donc la question c'était à propos de l'avion et qu'est-ce qui je répète parce qu'il y a Instagram là, je ne sais pas s'ils entendent bien. Donc, comment ça se passe? Donc, moi, en fait, je serai déjà sur place. Moi, je serai déjà en Inde. J'arrive au mois de janvier, je fais des cours avec mes profs et je refais le tour pour être sûr que tout est bien, bien calé. Parce que l'Inde aussi, il peut y avoir des surprises, hein. Donc, faut juste savoir que peut-être que bah, notre programme, il y a des petites choses qui vont changer ou des hôtels que j'ai réservés qui, au final, me lâche au dernier moment, mais je vais gérer tout ça. Mais justement, j'arrive plus tôt pour revérifier tout ça. Donc, moi, je vous attends à Chennai. Moi, je serai déjà à Chennai. Pour vous, alors moi, j'ai prévu de créer un groupe WhatsApp, par exemple, avec toutes les personnes. Donc, si vous voulez ensuite vous organiser un meeting à Charles de Gaulle ou quelque chose comme ça, enfin, vous retrouvez là-bas si vous vous rendez compte que vous prenez le même avion. Eh ben, très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi qui vais initialiser, mettre ça là-dessus. Tout ce qu'il faut, c'est qu'en fait, moi, je sais que vous vous arrangez pour arriver le 9. Donc, le 9, l'hôtel sera disponible en général, c'est vers midi, des fois, midi ou 14 heures, la chambre sera libre. Dans tous les cas, on s'arrange. Enfin, vous m'enverrez tous vos détails et de réservation, de billets d'avion et tout ça. Et, euh, et moi, j'envoie un taxi à l'aéroport. Peut-être que des fois, je viendrai moi avec le taxi à l'aéroport, mais le taxi aura votre photo, toutes vos infos et vous amènera directement à l'hôtel et je serai à l'hôtel en train de vous attendre, quoi, si je suis pas à l'aéroport. Euh, donc, ouais, il n'y a pas de point de rencontre spécialement avant, quoi. Il y a une machine à laver à un hôtel? Parce que Euh, moi, mes vêtements, plus je vais pouvoir au retour ramener des souvenirs.
Bien vu, bien vu. Alors, dans les hôtels, euh, Ou une baignoire, hein. Moi, je suis aussi la méthode oui, alors traditionnelle, pour hein. laver le Traditionnelle. linge, c'est très bien, c'est très bien. Non, il y aura de quoi laver le linge, mais en général, en fait, on donne notre linge et des fois, Mm. c'est à la pièce, en fait, selon le t-shirt, le pantalon, enfin, ils font payer à la pièce. On le donne le matin à l'hôtel, des fois, c'est le lendemain qu'on les récupère ou des fois le jour même, le soir, mais il y a moyen que ça se fasse assez facilement pour ça. Faut aller sur le tapis de yoga. Ou- Euh, Oh, j'espère qu'il y en... Non, normalement, non. Ça, c'est pareil. Je vous donnerai tous les détails, mais selon les hôtels, là, j'attends de voir un petit peu le nombre d'inscriptions. Selon le nombre, bah, je réserve aussi différents hôtels, mais normalement, il y en a sur place quand on voudra faire du yoga. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au sud? Ah, il n'y a pas Amma. Mince. À Ben, Auroville, les il y de a l'autre côté, quoi. pas. Ouais, ouais. Ça sera pas pour ce voyage-là. Je... Bon, alors toi. Hop là. Ah, Hervé. C'est Bonjour. vrai, Bonjour Hervé. Bonjour Israël. Donc, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos de justement des cours des DS centriques. Là, c'était super sympa. Alors, je ne cache pas que moi, je, je, je suis j'ai très envie de venir avec vous. J'ai juste un problème avec la danse parce que c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc, je me mettrai dans mon petit coin. Bon, il se trouve que en fait, dans les quelques voyages que j'ai faits, j'en ai fait beaucoup moins que vous, hein. J'ai suivi un peu la présentation là au départ. Bon, je suis allé aussi effectivement au Burkina. Hmm. C'est un Très lieu bien. très spécial, mais bon, voilà. Je suis assez d'accord là-dessus. Euh, je repense donc moi j'ai eu la chance effectivement de faire l'Inde du Sud. Donc d'un côté, je suis allé voir Amma, et puis après, je suis effectivement allé faire globalement le circuit que vous proposez. Ok. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses qui me parlent et finalement, ça donne envie d'y retourner, donc pourquoi pas. Euh, je repense surtout à Auroville, parce Mhm. que j'avais pas mal l'occasion de discuter avec des Aurovilliens. C'était en 2017, je crois, que j'y suis allé, donc ça a dû effectivement beaucoup changer. Je suis un peu inquiet sur ce que vous dites sur les routes, là. Oh mon Dieu, bon, parce que c'est quand Mhm. même en même temps un joli coin. Ouais. Bon, cela dit, c'est surtout le matrimondir qui m'importe parce que normalement, il y a tout un protocole pour y rentrer. Oui, ouais, ouais. On sera en capacité de pouvoir le suivre, le protocole. Ma Oui, oui. question, c'est en fait, est-ce qu'on aura l'occasion de rentrer dans le matrimondir et de monter jusqu'à la salle Ouais. de méditation? En tout cas, c'est mon intention. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'en Oui, ce moment-là, je sais pas, je pense qu'il y a un truc en ce moment avec le matrimondir où j'ai pas réussi, par exemple, à regarder pour m'inscrire juste pour faire des tests. Mais ça, de toute façon, enfin, je m'occupe de tout ça, mais mon intention, c'est d'aller au matrimondir et d'accord. d'aller justement dans cette petite pièce assez spéciale et méditer là-bas. Mhm. Oui, elle est vraiment très, très spéciale. Je Oui. crois que faut Très spéciale, ouais. arriver à y aller, quoi. Est-ce que Ouais, c'était quand ton voyage en Inde du Sud, est-ce que c'était un voyage organisé aussi ou pas forcément? bon, on aura probablement peut-être l'occasion d'en discuter Oui, ouais. moi, enfin, entre 2010 et 2020, j'ai organisé des voyages initiatiques Le développement personnel. euh, à peu près tous les semestres. Ok. Mais j'ai d'abord plutôt fait les déserts Mm. parce que ça me faisait peur, donc j'avais envie d'y aller. Et puis après, bon voilà, je suis allé au Vietnam, je suis allé en Jordanie, je suis allé donc en Inde. Donc Ladakh. moi, le groupe que j'ai emmené, je l'avais emmené au Ladakh, Ok, d'accord. donc l'Inde du Nord, pour les gens qui nous écoutent. Et par contre, après, de manière privée, effectivement, pendant 6 semaines, on avait fait Culture. effectivement à la fois du côté d'Amma, on était resté une dizaine de jours, puis après, effectivement, Mm. on était venu au Tamil Nadu. Ok, ok. Très bien, parfait. Bah écoute, de toute façon, enfin, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra en parler un petit peu plus Oui, dans l'entretien téléphonique et voir si c'est quelque chose qui pourrait raviver les mémoires et qui donne encore parce que globalement, enfin,
j'ai à peu près les mêmes photos sur certaines que vous présentez. Très bien. Donc, je vous ai pas menti. Mm. Ok. Bah, merci à tous les deux. Avec Ah plaisir. ouais, bah merci pour. Moi, c'est tout pour les questions, en tout cas. Très bien. Ben, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les envoyer aussi en privé. Il y a pas de problème au cas où, même s'il y en a plus tard. Il y a une Moi, question. juste, j'ai une question assez basique, parce Ouais. que c'est vrai que je ne me suis jamais trop occupé des histoires de visa, etc. Est-ce que vous imaginez, ou est-ce que c'est possible d'imaginer que vous nous donniez les tops sur le fait de dire demandez votre visa pour ceux qui n'ont, voilà, etc. De donner les infos sur comment ça se passe, le visa? Comment ça se passe? Mais par exemple, pour avoir un visa d'un mois, c'est vrai qu'il faut le faire juste avant. C'est quand Oui. même un petit peu chaud. Oui, Bon, oui, voilà. oui. Ouais, mais en Et, général, on peut commencer à le faire genre un mois avant. oui, voilà. Il Ouais. y a plus tôt que ça, il l'accepte pas. Ça coûte 25 dollars pour donc un visa de un mois. On peut faire la demande et il commence en fait à partir du moment où on met les pieds en Inde, quoi. Après, si vous Exactement. voulez, il y a d'autres visas. Si vous voulez, si vous avez planifié de revenir en Inde plus tard, il y a des visas de un an et des visas de 5 ans avec des entrées multiples. Ou à chaque fois, enfin en gros, on peut rester genre 6 mois par année dans le pays mais votre visa est valable un an ou 5 ans. Et là, c'est un petit peu plus cher. Je crois que le 5 ans, il est à 80 euros. Et ça, c'est un e-visa. Donc, il n'y a pas besoin aussi plus besoin d'aller à l'ambassade indienne à Paris. Vous pouvez juste faire la demande en ligne, en fait. Et vous recevez, donc pour les visas de un mois, par exemple, vous les recevez en 48-72 heures à la confirmation. D'accord. Ouais. OK. C'est Bon. plus facile maintenant. Bah oui. Il y a plus qu'à, comme on dit. Oui, hein. Hmm. Voilà, c'est Hmm. Bah, ça. attends, j'ai pas encore inscrit, là. On fait le Zoom. J'attends de pouvoir. Je ne me suis pas lancée. Et puis, si, on verra peut-être pour les paiements, comme un échelonnement. Enfin, il faudra voir. Oui. Ouais, mais ça, on pourra en reparler ensemble en privé, Ouais. il y a pas de Ouais. problème. Mais dans Ouais. ces cas-là, ouais, remplissez le formulaire et moi, je vous recontacte pour un appel ensemble. Je vais répondre à la question de Emma qui dit donc merci beaucoup pour ta présentation qui donne très envie et elle demande quelle sera la saison à ce moment-là. Bonne question, parce que selon aussi la saison et l'endroit où vous êtes en Inde, la température peut être totalement différente. L'Inde du Sud, il fera chaud dans tous les cas. C'est pas la saison des pluies à ce moment-là. C'est déjà fini, normalement. C'est pareil, après le temps se détracte de nos jours. Mais en février, il fait beau et chaud. Ça sera 25-30, je pense. ah, Peut-être pas 35 degrés, justement, j'ai voulu le faire en février parce qu'en fait, plus mois de mars, en fait, plus les jours avancent, en fait, plus il fait chaud. Et des fois, au mois de mars, c'est vraiment insoutenable la chaleur. Donc février, c'était un petit peu mieux à ce niveau-là. Donc comptez, vous n'allez pas avoir froid. Prenez quand même un truc un petit peu plus chaud au cas où, s'il pleut et que le temps se rafraîchit. Mais en général, il fait chaud et humide. Préparez-vous à l'humidité aussi. Et donc aussi par rapport aux tenues vestimentaires à avoir, vu qu'on va visiter beaucoup de temples, euh, ça, ça passe pas. Le décolleté, ça passe pas non plus. Donc soit si vous avez un truc, parce que je sais bien que moi, des fois, même quand il fait trop chaud, j'ai juste envie d'avoir le minimum de vêtements possible. Et c'est vrai qu'en Inde, bon, bah, du coup, je me couvre beaucoup plus que ce que j'aimerais, en fait, par rapport à la température. Mais même si au cas où vous avez un truc à manches courtes, prévoyez toujours un châle pour couvrir vos épaules dans tous les cas. Parce que des fois, bah, en Inde, dans les rues, peut-être qu'il va y avoir des regards qui vont pas forcément euh, ouais, pas forcément être plaisant si c'est trop montré en fait. Et dans tous les cas, je vous ferai, on fera, donc pour toutes les personnes inscrites, on aura un live aussi encore avant, juste avec les personnes inscrites, où on verra tous ces petits détails-là sur quoi amener dans les valises, trousse à pharmacie, vêtements ou visa, enfin bref, tout ça, on en rediscutera. Mais prévoir que dans les temples, on ne montre pas les jambes, donc il faut couvrir vraiment soit une longue jupe, soit une courtasse, enfin un pantalon pour les femmes, pas de décolleté, pas les épaules, et même pour les hommes, dans les temples, il n'y a pas de short
d'autoriser, donc il faut en général couvrir les jambes aussi. Voilà. Donc, je pense que ça répond à ta question, Emma. Oui, merci Mélanie. Bonjour à toutes et à tous. Juste, je me demandais par rapport à l'humidité, parce que moi, je pense que je n'ai jamais été dans un pays comme cela. Comme tu disais, qu'il y a un fort taux d'humidité, mais ça reste tout de même respirable. Mais je sais que Oui, c'est complètement différent de l'air qu'on peut avoir ici en France, ouais. par exemple. Oui, ouais, ouais. Mais pour moi, ça reste. C'est chaud et humide, mais enfin, après, j'ai peut-être l'habitude. Alors, j'ai habité en Thaïlande, c'est pareil, c'est chaud et humide, mais c'est pas non plus la même humidité, je trouve, là-bas. On sera en bord de mer à Auroville et Pondichéry. Le reste du temps, c'est dans les terres. Du coup, c'est juste on est un peu poisseux, quoi. On transpire beaucoup et c'est un peu sticky, ça colle un peu, mais bon, bref, c'est l'Inde. Mais bref, je sais pas si tu voulais savoir quoi en particulier par rapport à ça. Enfin, c'est juste que là, on va quand même bouger, on va être dans des hôtels. En général, la plupart des hôtels que je vais prendre, que j'ai que j'ai visité, j'ai toute ma liste, c'est avec de l'air conditionné dedans. Donc ça assèchera si vraiment ça devient vraiment lourd et pesant. Bon, bah, vous aurez dans votre chambre d'hôtel, normalement, si tout fonctionne bien, si tout se passe bien, l'air conditionné qui fonctionne et qui, franchement, je suis pas une adepte de l'air conditionné en général, hein. Mais honnêtement, plus ça va aussi avec les voyages et l'humidité et la chaleur, j'apprécie passer quelques heures dans de l'air conditionné par jour, histoire justement de me rafraîchir parce que ça peut être assez lourd. On évitera de faire des visites justement au moment le plus chaud de la journée. Donc justement, après le lunch, ben, on aura un petit temps justement de relaxation et on reprendra les visites ou les parcours un peu plus tard dans l'après-midi quand il fera moins chaud, quoi. C'est ça en tout cas le plan. Oui, merci beaucoup. Ça répond à ma question. Super. Est-ce que il y a d'autres questions par hasard? Ouais, Oui, So, c'est ça? ouais, Sorayan. Soraya. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Euh, Moi, je me demandais s'il y aurait des pratiques la première partie du voyage aussi, ou si c'était simplement de la visite, ou si dans les temples, il y aurait aussi des moments de méditation, de pratique. Enfin, voilà, je sais pas si c'est que de la visite. Enfin, je me doute que ce sera pas vraiment que de la visite, mais avoir un peu d'infos sur aussi cette première partie. ouais. Alors, pendant cette première partie où donc on va beaucoup bouger, il y aura aussi des moments de pratique. Donc, comme je voulais peut-être, je sais pas, t'es peut-être arrivé un petit peu après, je me souviens plus. Donc, il y a des moments de yoga qui vont être prévus. Par exemple, plutôt à Tiruvannamalai et Madurai, il y aura quelques séances de yoga qui seront possibles. Et comme je disais, ça dépend en fait de là où on va rester. Parce qu'il y a certains hôtels où il n'y a pas d'espace, on ne peut pas faire ou même à Madurai, on a prévu en nature même de faire une petite séance de yoga, par exemple. Et ensuite, les méditations, ça sera possible de le faire tous les jours. Pour moi, les temples, c'est pas juste. Alors, il y a la partie visite, on est là, on voit les sculptures, on s'absorbe de tout ça, mais c'est un super bon moment pour méditer aussi. Donc, selon les endroits où on va être, moi, je vais vous partager un petit peu tous les jours, régulièrement en tout cas, certains enseignements, certaines pratiques, selon les ashrams ou les masters qui sont présents, qui ont rempli. L'énergie de la ville, en fait, eh ben, je vous donnerai quelques indications, je vous partagerai certains de leurs enseignements et ça sera à vous de les mettre en pratique du coup dans les temples, par exemple. Les temples, pour moi, c'est l'endroit de méditation, de recueillement qui est le plus favorable, en fait. Donc, c'est un bon moment pour ça, en fait, de mettre en pratique les choses que je vous aurais partagées soit juste avant, soit la veille par rapport à tout ça. Euh, Donc oui, il y aura un temps de recueillement à chaque fois dans les oui. temples. Oui, oui, on Ok. va pas être en train de. Pour moi, j'aime bien prendre le temps, hein. On va pas être en train d'enchaîner les trucs. Enfin, du moins, c'est pas mon intention. On va voir comment ça se passe sur place, mais dans mon idée, c'est vraiment prendre le temps, quoi, et de s'imprégner au maximum de l'énergie sur place, en fait, et de pouvoir pratiquer aussi justement dans les temples. Ouais. Mm.
Voilà. Merci, Sophie. Je déroule au cas où. J'ai pas vu de questions, je pense, sur Instagram, mais je fais dérouler au cas où. Euh, Ouais, aussi, bien sûr, enfin, les petites choses classiques, enfin, obligatoires, forcément, un passeport, parce que c'est vrai que j'ai eu des entretiens téléphoniques avec quelques personnes où ouais, ils n'ont pas encore de passeport, donc pensez à le faire même assez vite dans ces cas-là, parce que ça prend déjà une plombe à avoir un rendez-vous pour pouvoir faire son passeport. Ensuite, ça prend encore au moins un mois avant de vous le donner. Et c'est seulement après ça que vous allez pouvoir aussi acheter les billets d'avion. Donc, enfin, en général, les billets d'avion demandent le numéro de passeport, mais peut-être pas toutes les compagnies. Donc, donc ouais, prévoir ça aussi. Donc ouais, si des petits détails par rapport, comme je vous l'ai dit, c'est très stimulant aussi l'Inde. Donc des choses, si vous êtes sensible au bruit, prévoyez des earplugs ou ce genre de choses-là, parce que même si j'essaye de choisir des hôtels où je leur dis pas la chambre au bord de la route, ou ce genre de choses-là, parce que je sais que bah, pour nous, bref, c'est un autre monde. Les Indiens, quand ils viennent en France, mais c'est super calme. C'est même limite, ça fait peur tellement c'est calme. Ils n'ont pas l'habitude. Pour eux, c'est normal d'avoir des bruits de klaxon tout le temps et tout ça. Donc pour nous, c'est une autre intensité. Donc prévoyez ouais, d'être bien stimulé, des bonnes chaussures de marche, mais à savoir aussi que souvent dans les temples, enfin tout le temps, en fait, dans les temples, c'est pieds nus qu'il faut rentrer. Donc voyez si vous êtes confortable aussi au niveau de l'hygiène par rapport à ça. Euh, et, euh, et c'est vrai que des fois, je vois des blancs rentrer dans des temples avec des... Alors, si vous voulez, vous pouvez rentrer en chaussettes, hein, si vraiment il y a un truc avec l'hygiène et que vous ne souhaitez pas marcher pieds nus. Moi, je suis pieds nus, enfin pas dans les rues en Inde. Vous allez voir que Girivalam, ce pèlerinage de 14 kilomètres, normalement, si on le fait de la manière traditionnelle, c'est pieds nus. Donc, je vous proposerai de le faire pieds nus. C'est quand même quelque chose, ça. Vous allez avoir mal aux pieds hein, au bout d'un moment. Et ça reste dans les rues indiennes, donc c'est sale. Vous allez avoir les pieds bien sales à la fin. Mais si vous souhaitez le faire avec des chaussures, bien sûr, ben, vous le ferez avec vos chaussures. Si vous voulez les avoir dans le sac au cas où ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas être forcé à faire quelque chose que vous ne voulez pas dans tous les cas. Mais ouais, tout ça pour dire, niveau hygiène et les temples, des fois, je vois des touristes rentrer dans les temples avec, vous savez, les protections qu'ils utilisent dans les hôpitaux. Des genres de chaussons jetables, là. Les surchausses. Ouais, voilà, ouais. Donc, Mm. si vraiment c'est un truc qui vous horrifie de marcher pieds nus, bon, bah, il faudra prévoir ça pour vous. Euh, Sinon, enfin, moi, après, j'ai jamais eu de problème. Après, faut voir si vous avez des entailles ou ce genre de choses-là au niveau des pieds, bien les protéger. Mais voilà. Et sinon, compagnie aérienne que je conseille. euh, Honnêtement, moi, à chaque fois que j'achète un billet d'avion, je vais regarder sur Skyscanner et je vois les meilleures propositions qui me viennent là ici. C'est vrai qu'en compagnie indienne, très souvent, qui sont pas trop chères, c'est Indigo. Vous allez pouvoir retrouver, c'est l'une des compagnies qui sera les moins chères. Et bien sûr, il y a Air India qui sera là aussi. Comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement un passage par Delhi ou Bombay, par exemple, C'est avant bon. d'arriver à Chennai. Vas-y. Oui. Ah, il n'y a plus de Un, micro. un point par rapport justement à ces histoires de vol, là. Mhm. Euh, en fait, en gros, je parle pour tout le monde. Il faut pas, là, à partir de maintenant, il faut pas aller chercher euh, ou voir ou regarder quels sont les tarifs pour les vols, parce que les compagnies, au fur et à mesure qu'il y a des interrogations sur les vols, vont augmenter les prix. Hein. Je pense que vous savez ça, vous. Hein, mais bon, pour tout le monde, Navigation hein, privée il faut, voilà, d'abord, il faut le faire en navigation privée pour sur pas être l'ordi. embêté. Et puis d'autre part, si vous avez envie de regarder un peu les tarifs, prenez les mêmes dates, mais au mois de mars, par exemple. Ne prenez pas les vraies dates. Les vraies dates, il faut les prendre On va une faire fois. augmenter le billet d'avion pour tout le monde.
Non! Les Non, essais. non, mais c'est Hmm. c'est vrai, c'est vrai. Moi, je fais toujours mes premières recherches, du moins en fenêtre privée, justement, parce que je sais que des fois, je regarde et puis en fait, j'achète bien plus tard. Et que lui aussi, mon ordinateur ne prenne pas en compte que j'ai déjà fait des recherches, parce que des fois, juste ça, Voilà. juste comme ça. Donc, fenêtre privée au départ. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre? Hum, Enfin, et surtout pas sur les dates, pas sur ouais. les vraies dates en fait, parce que du coup, le- les algorithmes des compagnies d'aviation vont faire que les tarifs vont monter automatiquement, parce que du coup, ils considèrent qu'il y a de la demande et donc Ouais. ils vont les augmenter. Bon, Petite je retourne à astuce mes... de grand voyageur. Ouais, un ancien ingénieur en informatique, hein, l'algorithme. Ok, donc à suivre. Sinon, en Ah, si. général, c'est ça, les billets d'avion pour un aller-retour. Ah oui, j'ai un autre truc très important à vous dire. On peut compter peut-être 600, 700 euros, je dirais. Il y a moyen de trouver un billet d'avion aller-retour. Un autre truc très important, c'est que, donc, en fait, j'ai voulu. Donc là, le voyage, on va dire, c'est 16 jours. Ça se termine le 25 février. Le 25 février, c'est la journée où, à n'importe quelle heure, en fait, peu importe l'heure où vous avez votre vol, il va y avoir différents taxis qui vont vous prendre directement pour arriver à l'heure à votre vol. Mais pour les gens, s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu plus longtemps en Inde, parce que des fois, il y a peut-être des gens qui vont vouloir rester un petit peu plus, euh, je veux que vous sachiez qu'en fait, il y a une grande célébration en Inde 2 jours après, le 27 février. C'est l'une des célébrations pour moi que j'adore justement en Inde et ça s'appelle Mahashivaratri. C'est tous les ans. Et donc, si vous souhaitez rester un petit peu plus, dans tous les cas, ne prévoyez pas de partir le 27 parce que ça va être le chaos total aussi. Mais si vous voulez justement rester et profiter de cette célébration, dans l'état où on sera, donc c'est vrai que Auroville-Pondichéry, il y a pas, c'est pas la célébration qui sera le plus marquée, parce que Pondichéry, Auroville, c'est vraiment une énergie vraiment différente. Il y a juste, enfin, si vous voulez rester plus longtemps, je vous donnerai des recommandations dans tous les cas. Mais il y a juste justement l'école de Kalari Payatou qui font en général des spectacles et tout ça, des représentations. Donc ça peut être bien si vous voulez rester à Pondichéry et Auroville. Et sinon, il y a quand même Tiruvannamalai et Chidambaram qui sont à quelques heures des villes de Shiva. Donc là, ça sera des énormes célébrations. Vous allez être perdus dans les foules hein, aussi. Faut quand même être au courant. Mais les temples vont être blindé, mais ça peut être une bonne expérience. En tout cas, moi j'aime bien cette célébration-là. Où c'est toute une nuit où on n'est pas censé dormir et prier en dévotion pour Shiva, en fait, Mahashivaratri. C'est la grande nuit de Shiva. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'il y a ça donc, le 27 février. Euh, ouais, en général, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne de trop ce jour-là parce que tout le monde est en célébration, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et donc ouais, c'est vrai que j'avais une question. Donc il y avait quelqu'un qui demandait, je vais lui répondre en privé par rapport à changer les dates parce que elle, le 20, elle doit être de retour en France. Enfin, je lui répondrai en privé. Et quelqu'un d'autre qui demandait justement quel coût il y aurait en fait pour toutes ces choses qui ne sont pas incluses dans le voyage en extra. Donc, je peux juste vous donner une ordre d'idée parce que donc il y a un petit peu la liste. Je vous ai dit des choses qui ne sont pas incluses dans ce tarif-là. Donc, par exemple, le billet d'avion. Donc, il faut compter peut-être 600, 700 euros. Il y en a peut-être des moins chers, hein, mais c'est vrai qu'en général, je dirais quand même 600 euros pour un billet aller-retour. Le visa, pour un visa d'un mois touriste, ça reviendrait à 25 dollars. Donc, enfin, je crois que c'est un truc genre 23 euros, quelque chose comme ça. Attendez, je retrouve mes choses qui sont pas inclus. L'assurance. Alors, c'est vrai que l'assurance, ah, j'ai pas de tarif en tête. Je sais pas combien ça pourrait coûter. Les repas sur place, et ben après, ça dépend vraiment. Parce que il peut y avoir des trucs, mais vraiment pas chers, genre à 100 roupies, 150 roupies. Ou si vous voulez un truc, si vous en avez un peu marre de la bouffe
indienne parce qu'elle est trop épicée et que vous avez un petit peu envie de relaxer votre estomac. En fait, ça dépend parce que Tiruvannamalai et Pondichéry, Auroville, c'est possible assez facilement de trouver de la bouffe européenne, on va dire. Le reste, ça sera un petit peu plus compliqué. Ce sera quand même très indien. Le milieu du voyage sera très indien au niveau de la nourriture que l'on pourra retrouver. Mais alors, du coup, ça peut aller de 100 roupies à 500, 600 roupies, si vous voulez un truc plus européen avec une boisson et tout ça. Ça peut, ou même plus cher hein, si vous allez vraiment dans un truc classe à l'européenne, comptez 1000 roupies. Euh, et les déplacements, c'est pareil, quand on sera dans des villes et que vous voulez prendre un petit rickshaw pour aller au temple d'à côté, ça va être 100 roupies pour se déplacer. Donc ça sera. Après, ça va dépendre juste de vos achats, de tout ce que vous allez vouloir acheter sur place, quoi. Mais, euh, mais voilà, peut-être si ça peut aider à avoir en tête justement plus ou moins les extras qui peuvent être présents, en fait, en gros. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont présentes? Sinon, ben, on va se quitter pour aujourd'hui. Dans tous les cas, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les envoyer par email à n'importe quel moment, quoi. Et puis, pensez à bien remplir le formulaire. Une fois que vous avez rempli le formulaire, je vous contacterai par WhatsApp en général. Je vous enverrai un petit message. C'est vrai que là, la semaine qui suit, à partir de lundi, je suis en stage pendant une semaine. Donc, je pense pas avoir du temps pour faire des entretiens téléphoniques, mais ce sera plus après ça que je reprendrai les entretiens téléphoniques. Mais voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit de mon côté. Je pense que, enfin, tout dit pour là maintenant. Il y a plein de choses à rajouter, c'est sûr, mais il y aurait plein de choses à rajouter. Mais pour le moment, c'est tout ce qui est important à savoir, voilà. Alors, si c'est OK pour tout le monde, eh ben, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, bah, j'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Peut-être que ça sera en Inde, justement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Merci. Ouais, merci à tout le monde. Merci à Ethan, les gens là, les gens sur Zoom et les gens dans le replay. Et, et ben, je vous attends pour ce voyage. Allez, bon week-end. Bon Bonne week-end, hivernage. à bientôt tout le monde. Merci. Bon week-end à tous et à toutes. Namasté.